Bienvenue à Berne. Aujourd'hui, je lance un nouveau format sur Barillet, des conversations longues, posées, avec des passionnés qui vivent l'horlogerie au quotidien. Pour cette première, j'ai la chance d'être avec Guillaume de la boutique Watch and Write, au cœur de la capitale suisse. Ensemble, on va plonger dans l'univers d'une maison mythique, Girard Perregaux. 1 heure pour comprendre son histoire, ses pièces rares et ce qui fait son charme unique. Installez-vous confortablement, on démarre. Et là, je vais passer devant la caméra, ça sera le décor générique. Eh ben, bienvenue tout le monde, bienvenue dans la boutique de Guillaume. Salut Guillaume. Salut, bienvenue. Salut les internautes. Merci de nous accueillir dans ta boutique qui se trouve à Berne. On est à Berne, la capitale de la Suisse. Exactement, les gens, C'est pas Genève, c'est pas Zurich. c'est un peu comme Ottawa quoi, pour le Canada. J'en ai bien peur. Question piège. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut trouver dans ta boutique Alors, déjà, vous allez trouver un accès un peu compliqué parce que le magasin est au niveau moins, ce qui est une des particularités de la ville. Il y a des échoppes qui se trouvent dans des caves. Mon magasin est dans une cave, vous avez 15 marches à descendre. C'est Et vrai. une fois que vous y êtes et que vous avez pris tous les risques, puisque les belles choses chez Cartier sont à l'étage, une fois que vous avez pris tous les risques, vous allez vous retrouver dans ma man cave, la cave d'Alibaba. Et il y a 3 gammes de produits. Les instruments d'écriture anciens et de collection, majoritairement du stylo plume. Il y a aussi des rollers, il y a aussi des stylos billes pour ceux qui aiment bien ça. Vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a Des plein encres de d'encre. toutes les couleurs. Exactement. Donc instruments d'écriture, service réparation aussi, des montres anciennes et de collection de toutes marques, surtout pas des marques connues, je dis pas que ça m'intéresse pas, mais je préfère avoir des choses plus exotiques. Et puis il y avait, mais ça c'était avant le drame de cet été, des bijoux et des pierres de couleur. Ça peut revenir, mais on en rediscutera plus tard. Ça marche. Bon. Mais d'ailleurs, on en reparlera peut-être à la fin de la vidéo de ce qui s'est passé cet été. Ouais, c'était ça, le 20 mai. Pas cool, mais Ouais. teaser pour la fin. Restez Restez jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Oh, trop bien les hooks. Et or, aujourd'hui, je suis venu dans ta boutique parce que tu m'as proposé de faire une vidéo sur une marque que je connaissais très peu, alors qu'elle est vraiment plutôt importante dans C'est l'histoire de une marque l'horlogerie importante. suisse, Oui. qui s'appelle Girard Perregaux, C'est correct. de Monsieur Girard et de Monsieur Perregaux. Oui, et de Jean-François Baute, qui est à l'origine aussi un horloger genevois, dont l'une des petites filles a été mariée par Monsieur Perregaux. Ok. Quand tu dis a été marié, il était prêtre Ouais. aussi ou Ouais, à l'époque, quoi, les mariages arrangés quoi. les anciennes façons de faire, quoi. D'accord, ok. Je ne veux pas trop entrer dans les Ça, détails. ouais, non, en 2025. Ouais. Et donc, tu as été chercher plein de montres de différentes Ouais. décennies Ouais. de la manufacture. Et bah, ce qu'on vous propose, c'est d'aller de milieu 19e, c'est ça? C'est ça, c'est du début de la marque, hein. C'est une des Je- plus anciennes marques horlogères suisses. Jusqu'au 90, 90? Parce que j'ai des gens en Suisse et des gens en France qui me regardent. Du Oui. coup, j'utilise les deux à chaque Voilà, fois. bonne précaution, on n'oublie pas les Belges. Et les Belges et les Québécois. forcément. Exactement. Et les colonies françaises en Afrique. Coucou. Et Donc effectivement, belle sélection de montres pour une vision diachronique de la marque du milieu 19e jusqu'aux années 90 du 21e siècle. Et Non, par du 20e siècle. 20e siècle, ouais. Et par quoi on commence? Quelle est le premier, la première pièce? Pour commencer là, direct dans le dur, eh bien, ce sont 2 pièces vraiment exceptionnelles pour le coup, qui sont des montres de poche. Elles ont l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des complications. Donc en plus de donner l'heure plus ou moins précise, elles ont chacune un petit truc en plus qui les rend Comme le film. particulièrement... Comme quoi? Comme le film. Comme le film, exactement. Qui les rendent particulièrement intéressantes, surtout pour les amateurs de haute horlogerie ancienne, pour les amateurs de montres de poche, pour les amateurs de montres de poche anglaises et qui aiment voir les mêmes choses réalisées en Angleterre, mais du coup chez les Suisses. Donc on commence direct avec cette montre de poche ici, qui est des tout débuts de la marque.
Le boîtier a été refait, donc on peut imaginer que le mouvement a été retrouvé dans un carton et puis quelqu'un a eu tellement d'amour pour cet objet Qu'il l'a réemboîté qu'il l'a dans une fait nouvelle boîte. réemboîter. Le boîtier est soigné et on y retrouve Une complication qu'on voit très 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 rarement dans très une rarement. montre. Ouais, très rarement. Alors, on va pouvoir parler de la complication, bien sûr, qui est un thermomètre qui indique une température de 50 degrés Celsius à -5. Donc c'est un peu comme un rétrograde, hein, si on veut. On l'a testé juste avant sur la machine à café qui est juste là. C'est monté à 30 degrés. Exact, elle fonctionne. Et en plus d'avoir cette complication qui est franchement ultra rare, elle a un échappement qui est aussi ultra rare et magnifique. C'est un échappement à détente avec un barillet verge et fusée. Et puis le balancier a deux énormes maslottes. C'est assez hypnotique ce Ouais. balancier. Oui, et elle effectivement. tourne, hein. Elle tourne, elle est magnifique. Elle a deux énormes maslottes et puis le spiral du balancier, contrairement à la majorité des montres qu'on connaît, qui est un spiral plat en fait, comme un guidon de voiture, là c'est sous la forme d'une sphère. Et ça a été inventé par un horloger genevois qui s'appelle Ouriet. Donc on est dans le milieu 19e siècle. Et pour ça, je viens de la découvrir ce matin, donc je suis absolument fasciné par cette qualité. On retrouve des chatons qui sont vissés en or pour maintenir les rubis. Et c'est vraiment cette toute beauté. C'est simplement exceptionnel. Signé Girard Perregaux, un cadran 3 or, vraiment. C'est quoi la matière du cadran? Alors c'est probablement un cadran en argent Ok. qui est finement ciselé à la main. Et puis évidemment Parce qu'ils ont acheté de l'or aussi à l'intérieur. Hein, oui, alors effectivement, quand je dis 3 ors, c'est qu'il y a de l'or vert, de l'or rouge et de l'or jaune. Ok. Bon là, avec l'oxydation, on le voit un peu moins. Mais c'était tout à fait dans le goût de la grande orfèvrerie genevoise notamment, et française notamment, bien sûr. On mélange ces couleurs d'or. C'est très technique et puis c'est du plus bel effet. C'est marrant que tu parles d'or vert et d'or rouge parce que maintenant j'entends beaucoup parler d'or blanc, d'or rose. Oui, ouais. Et on parle plus trop de ces couleurs pour l'or. On en parle moins parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins sexy pour vendre des montres. Et puis la lumière est captée différemment. C'est vrai qu'une belle couleur champagne, or rose ou or rouge, c'est plus séduisant, c'est plus moderne. Et aujourd'hui, l'or vert, c'est vrai qu'on n'en voit quasiment pas. En tout cas, pas en boîtier de montre, ni de montre bracelet, ni de montre de poche. Ok, parfait. Donc, avec cette montre, tu nous as parlé déjà d'une complication technique. En plus d'un échappement pas courant, à détente, qui est vraiment très intéressant parce que ça résout quand même bien des problèmes. Ce ressort de balancier sphérique qui résout aussi des problèmes en termes de chronométrie. C'est une montre de poche ou qui pouvait être insérée dans un boîtier pour un chronomètre de marine, par exemple. C'est vraiment un instrument scientifique pour des scientifiques et qui permettait de prendre des mesures précises pour des objectifs très précis. Et la transition est toute trouvée, puisque on part sur l'autre montre de poche. L'autre montre de poche, qui a aussi une complication qui a aidé les scientifiques de l'époque. Et oui, ce qu'on appelle une seconde morte. Alors, cette montre de poche qui, pour une fois, là, a son boîtier d'origine, on remarquera le travail de Gaudron sur le flanc, qui est vraiment somptueux, qui peut faire penser à ce que Breguet fait d'ailleurs. Vous avez sur le flanc aussi un petit glis-glis, et quand on le déplace en haut ou en bas, eh bien, l'aiguille des secondes s'arrête ou continue. Et vous remarquerez que l'aiguille des secondes n'est pas dans un mouvement fluide plus ou moins légèrement saccadé, mais l'aiguille des secondes passe d'une seconde à l'autre, telle qu'une montre à quartz aujourd'hui. Sauf que comme tu me l'as dit avant qu'on commence la vidéo, le quartz n'existait pas à cette époque. Non, monsieur. Ça n'existait pas. D'autres choses existaient, mais pas le quartz tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc là, on peut voir le mouvement. On va vous montrer en macro à quoi ça ressemble. Et l'avantage de cette seconde morte, c'est vraiment de pouvoir calculer un temps très précis sans devoir estimer sur la trotteuse qui bouge de façon plus ou moins fluide.
Donc on voit les deux barillet et puis c'est vraiment finement réalisé. Ouais. Et l'intérêt de cette montre de poche, tout comme pour l'autre, c'est qu'elle est aussi signée Pergaud, Henri Pergaud, donc le premier fondateur qui a marié la petite fille de monsieur Jean-François Baute à Genève. Alors, on en a pas parlé. Là, on parle beaucoup de Genève. Oui, oui, oui. Mais- Alors, Chaux-de-Fonds, hein. Je précise, les ponts On sont est à- signés on est à Chaux-de-Fonds. Neuch. On est à Neuchâtel, on est dans le canton de Neuchâtel, mais en même temps, le monde est petit et on faisait aussi d'excellentes montres à Chafouz. On peut penser à Jones Mhm. ou à Moser qui étaient déjà là-bas en 1860 et des brouettes. Euh, C'est IWC maintenant qui est là-bas aussi. Voilà. À Chafouz. Ouais, donc Jones est le fondateur, est un Américain de Boston qui est venu en Suisse parce que le travail coûtait quand même moins cher. Lui était habitué aux façons industrielles américaines et pensait pouvoir réussir à exporter son modèle d'affaires ou ses façons de procéder par layette, par pièce de 10 en Suisse. Et comme le marché était déjà bien bouché à Genève et dans le Jura, Il s'est dit, je vais aller au nord. il s'est dit, je vais aller là où déjà on maîtrise l'électricité. C'est vrai que Moser avait acquis une grosse dynamo qui permettait Ok. d'alimenter leurs outils, leurs machines. Et Jones, il a suivi le pas. Et puis il s'est complètement planté. Il a fait 1 an et demi et après il s'est barré. Il était en banqueroute, hein, il faut le dire. Il a, Ok. il a merdé grave. Il est parti c'est- avec ses dettes. c'est pas il était animé de mauvais sentiments, mais voilà, c'est pas un Américain qui va nous expliquer comment faire des montres, quoi. Je fais un petit aparté, mais quand j'ai commencé à bosser en Suisse, on m'a dit, si tu arrives à vendre en Suisse romande et en Suisse alémanique, tu peux vendre partout dans le monde. Ouais, C'est tellement deux marchés différents. ce sont deux marchés différents. On pourrait en parler pendant des heures. Les radeaux, par exemple, en céramique, se vendent très bien en Suisse allemande. Mhm. Et pour le marché francophone, pardon, mais on trouve ça dégueulasse. Ouais. Oh, il y a des belles pièces chez Rado quand même. Ouais, ouais. Il y a un art de la céramique. Un art de la Moi, j'aime céramique. bien. Les goûts et les couleurs, c'est pour ça qu'on est là, pour échanger les points de vue. Exactement. Et, on peut juger, mais avec un certain sens de l'humour. Ok, alors voilà la seconde morte. On va pouvoir vous parler plus en détail si vous le souhaitez par la suite, ou on pouvait lâcher des commentaires sur le feed et puis nous faire des courriels si nécessaire. C'est très cool, c'est peu courant, c'est en état parfait, il n'y a pas de fêlure sur le cadran, c'est vraiment une pièce de collection en argent. Les deux sont à vendre, je dis ça, je dirais. Voilà. On avance dans le temps Eh oui. et on arrive dans les années 40. Ouais, là on fait un grand bond en avant, hein. Ah, on gagne un siècle pratiquement. C'est vrai qu'on aurait pu parler des montres de poche, des oignons, jusque dans les années 30, qui étaient quand même monnaie courante pour les hommes. Dans les montres bracelets des années 30, je n'en ai point trouvé chez Girard Parce que c'est tout le début. Hein. Les premières montres bracelets, c'est Ouais, 1910. Oui, on peut dire, effectivement, début 20e siècle, plutôt pour les dames à l'origine. Puis ensuite pour les soldats sur les champs de bataille. Mais ça, c'est une histoire peut-être pour une autre fois. Donc, on fait un bond en 1948, là, directement. Et puis, pour ce Alors bond là- quantième, j'ai prévu une documentation. Allez, tiens, on va se D'époque. partager le boulot. Vas-y. Allez hop, moi je garde ça. Alors, Cette montre magnifique, exceptionnelle, ah bah, du coup, c'est pas la bonne. donc, 1848-1948, Qu'est-ce qui se passe? on fête le centenaire du canton de Neuchâtel, de la Constitution fédérale Eh oui, et de la République neuchâteloise. enfin libéré. Délivré. Vous allez retrouver avec cette montre, C'est incroyable. qui est une montre toute simple, 3 aiguilles avec la petite seconde à 6 heures, un design typique des années 40, des chiffres romains peints. Le boîtier est en acier, les aiguilles sont dorées. Et c'était un des prix pour le Schützenfest, la fête de tir cantonale, qui coïncidait avec le centenaire de Neuchâtel. Ok, alors, le tir cantonal, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément en dehors de Suisse. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, je suis mal barre parce que moi, je n'ai pas fait l'armée. Et du coup, bon, je vais Alors, quand même... le service je vais- militaire est obligatoire en Suisse. hein, Ouais, on mais je vais rappelle. quand même montrer nos centres de tir de temps en temps, mais pour d'autres raisons. Alors, les Schützenfest, les fêtes de tir, c'est dans la grande tradition suisse. Il est vrai que tous les soldats suisses qui ont fait l'armée ont la possibilité et sont censés garder une arme, Une à arme la à la maison. maison.
Sans les munitions. À l'époque, avec les munitions, maintenant sans, on reparle de réautoriser les soldats à avoir 2-3 boîtes au cas où, on ne sait jamais. Puis tu les gardes jusqu'à 35 ans à peu près, ton arme. Oui, tu peux la rendre si tu n'en as plus envie, tu peux la revendre aussi. Généralement, quand tu finis ton service militaire, l'arme que tu as utilisée, ton FAS 90 ou 90, t'est offert. Bon, mais pour revenir à cette tradition du tir, on peut parler de Guillaume Tell et Oui, de toute un des héros les Suisses les toute plus cette connus. histoire. Ouais. Donc on aime bien tirer dans la cible, et puis on aime bien se comparer entre cantons. Est-ce que les Bernois sont meilleurs que ceux de Chafouz ou voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on se rassemble, et c'est pas que pour faire de la lutte. Il y a aussi d'autres traditions en dehors du corps des Alpes, du fromage, des banques, etc. Là du coup, pour le 100e de Neuchâtel, vous avez avec cette montre, et c'est ça qui est très cool, le fond qui est gravé, c'est noté tir cantonal neuchâtelois du centenaire, 1948. Vous avez le programme du tir avec les dotations. Ici, ouais. Si vous tirez bien, vous pouvez choper une montre. Si vous tirez un peu à côté, ce sera un petit trophée un peu miteux. Mais tout le monde gagne un petit prix normalement. Une petite soucoupe Et en puis, argent. vous avez effectivement, il y a des soucoupes en étain. J'ai oublié de le prendre, il y a encore un autre objet. Il y a la gourde. Non, c'est pas Donc, une gourde, c'est Ouais, une c'est une carafe. gourdasse, une C'est carafe. gourde. Donc on peut gagner plein de prix. Généralement, on reçoit un bulletin avec le résultat, si on a tiré dans la cible, combien de points on a fait. Et puis, il y a des titres honorifiques, la fourragère, etc. Là, pour le centenaire, ce qui est très cool avec cette montre, qui était un des cadeaux offerts par la marque pour l'événement, c'est que vous avez une espèce de capsule temporelle, et ça permet de rentrer vraiment dans l'événement jusque dans ses plus infimes détails, tels que le repas, menu, ouais, j'ai le vu. menu. Alors qu'est-ce Avec qu'on des mangeait? hors-d'œuvre riches. C'est Oui, ça qui est écrit, hein. c'est plutôt lourd. C'est plutôt lourd. Faut faire le tir avant Ouais, parce d'aller que manger. prune et kirsch à la fin. Non, mais Et elle est puis, incroyable, comme tu dis, cette capsule temporelle avec Et tous ces puis, objets d'époque. Il y a encore une petite assiette, il y a les badges, Mm. il y a les médailles, il y a un ouvre-lettre. Tout est de 1948. Et du coup, je propose à mes clients d'en faire l'acquisition capsule, avec tout. Ouais. Et ça, c'est très cool. Et puis, d'un point de vue formel, eh bien, c'est un super mouvement GP, mécanique. Petite seconde. Petite seconde, elle est propre, elle est vraiment en super état. Ouais. Et, Non, le verre est incroyable. Le cadran aussi. ouais, avec des belles cornes assez Le longues, boîtier échancrées. est franchement ultra propre. Belle pièce. Tip top. Alors ça, ce sont les années 40. Pour parler du saut quantième, on est toujours là dans les années 40 avec cette pièce-là, qui est aussi dans la typologie de ce qu'on faisait dans ces années-là. Il n'y a rien de spécial chez GP dans les années 40, à moins que je me trompe. Mais après, ça va s'accélérer. Après, il y a des grandes révolutions qui arrivent. Et la première est dans le mécanique. Oui, Ce sont alors, les montres qu'on voit en bas à gauche. oui, les gyromatiques. Exactement. Alors, on a ici, on a 2-3 pièces en gyromatique. La gyromatique présente deux choses particulières. Tiens, si tu veux la regarder, tu peux Ouais. la manipuler. La première chose, c'est un système de remontage bidirectionnel. Ça signifie que les montres mécaniques... D'habitude, on les remonte que sont- d'un sens, quoi. Alors, la montre mécanique, de toute façon, un remontage manuel est remonté à la couronne. Là, à la fin des années 40, début des années 50, l'industrie arrive avec une nouvelle technologie qui est le remontage automatique, Mhm. donc soit avec un système bumper, soit avec un rotor, pour la majorité des marques suisses. Et le problème, c'est que le rotor, il tourne dans un sens ou dans l'autre, mais le ressort de cliquet ne remonte le ressort de barillet que dans un Que sens dans de ce rotation. sens. Ok, d'accord. Et GP arrive avec cette proposition en disant, nous, on est à la pointe de la technologie, peu importe le sens de rotation du rotor, le mouvement se remonte. Il y a un peu de fierté chez eux. Il y a une belle fierté, ça c'est la fierté neuchâteloise, et surtout la fierté d'en haut, le Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds, c'était quand même the place to be. C'était vraiment une ville incroyable. Enfin, il y a quand même beaucoup encore de Je pense que ça a manufactures. perdu un peu de son lustre. J'ai beaucoup d'amour pour cette ville et pour les gens qui y habitent, pour y avoir habité aussi.
Mais on sent quand même un clash entre le haut et le bas. Et d'un point de vue horloger, il y a quand même des revendications d'une façon ou d'une autre. En tout cas, GP pose le jalon une fois de plus avec cette nouvelle technologie de remontage bidirectionnel. Et donc, qui s'appelle Giromatic, pour le Il coup. s'appelle Giromatic et effectivement, il y a plus de rubis. À l'époque, le nombre de J'ai vu la rubis 39 là. déterminait effectivement la qualité du mouvement. Donc, au lieu d'avoir des pièces qui ont une usure plus ou moins prononcée, on les remplace par des rubis. Et ça Je sais plus permet de si, ouais, je sais garantir, plus si je l'ai expliqué effectivement que les rubis. Alors maintenant, on met des rubis de synthèse hein, Oui, dans les oui, mouvements. oui. N'attendez pas à avoir des rubis. Alors, on peut rêver, mais Et ça permet effectivement de gagner pas en efficacité, mais en régularité. C'est ce que alors, j'ai compris. Parce que le rubis, les rubis ont différentes formes et ouais, différentes fonctions. L'idée, c'est vraiment de diminuer la friction exactement. afin que les trains de rouage puissent Rester avancer en mouvement ouais, exactement. Puisque du métal, sans trop d'effet. enfin, Voilà. de l'acier, etc., au bout d'un moment, Ouais. ça se mange, quoi. Ça se À mange force et puis surtout de friction. quand on a des axes, des pivots, euh, c'est toujours mieux si c'est monté dans une espèce de cuvette ou une pierre qui est percée. Mhm. Parce que le rubis est un corindon qui a une dureté de 8 sur l'échelle de Mohs, sauf erreur. Et puis en mettant un petit peu d'huile, ça permet de garantir une absence de friction, pas quasi totale, mais en tout cas pas d'usure, Ouais. ou une usure beaucoup moins prononcée sur le rubis que sur un pont qui est simplement percé, métal contre métal. Et du coup, de ces gyromatiques-là, on avance un tout petit peu Oui, dans les années 60, oui. 50, Je 60. pense qu'on est à la fin des années 60 Ouais. avec... Pour aller dans une des premières grandes révolutions de ouais, GP, qui est la haute fréquence. c'est juste. Alors, Qu'est-ce que c'est la haute fréquence? qu'est-ce que c'est la haute fréquence? Eh bien, comme le nom l'indique, ça signifie une cadence plus rapide sur le battement de la montre et donc une précision accrue. Hmm. Une usure prononcée aussi, et c'est pas pour rien en aparté que quand Rolex emboîte le mouvement Zénith et le Primero dans leur Daytona, la première chose qu'ils font, c'est de baisser la fréquence. On sait pourquoi. J'aime beaucoup Zénith. Salutations d'abord. Parce que donc, jusqu'à présent, les montres, elles battaient à 18 ou 21 000 Voilà, mouvements par heure on est à peu dans cette près. zone-là. Et comme tu dis, si on va plus vite, on use plus rapidement les pièces et du coup, on perd en précision plus rapidement. Alors, pas forcément. Non? C'est une usure plus rapide, effectivement, sur les composants. Ça, c'est la logique même. C'est comme si un cœur qui bat, on va dire, tu es entre 80 et 120. Et si tu es en mode marathon Tout le temps. tout le Peut-être temps, dans ta zone 4-5. tu vas faire une crise cardiaque. Puis voilà. Donc, Touche du bois. c'est un des problèmes de ces montres avec la haute fréquence. Ça nécessite en tout cas un contrôle, une révision de la montre un peu plus souvent. Parce que quand les huiles sèchent ou quand les rouages laissent des petits copeaux par-ci par-là, ça s'encrasse et puis factuellement, ça s'use plus vite. Mais ça reste vraiment un excellent mouvement. Et puis, ça permet aussi, sur la fréquence de l'aiguille de seconde, d'avoir une lecture du temps qui passe plus précise avec des intervalles plus petites. Alors, tu en as en plusieurs boîtiers. Oui, Donc là, tu as le boîtier en C, c'est ça, ça? c'est le boîtier qu'on appelle C, qui est très apprécié des collectionneurs. C'est vrai que c'est un design qui est stable, qui a prouvé ce qu'il avait à prouver et qui n'a pas tant vieilli. Ouais, Euh, non, elle reste très moderne et très ouais. magnifique, cette montre. Et on retrouvera en fait cette forme de boîtier. On pourra vous montrer par la suite une autre montre du début des années 90, dont le boîtier rappelle ce boîtier-là, qui lui est de la fin des années 60. Et à 20 ans, 25 ans plus tard, les codes n'ont pas changé. Et puis là, on a deux autres boîtiers qui sont un peu plus exotiques. Celui-ci de forme quasiment carrée, Ouais, tu peux le dire, carré. qui marque son époque, hein. Et c'est vrai que la forme carrée et la forme ronde sont des formes essentielles, pas que dans la culture européenne, mais en Asie également. Parce que quand un carré tourne sur lui-même, ça fait un rond. Et du coup, c'est peut-être en écho aussi à la grande culture
Voilà. Et puis là, vous avez une Ça, autre montre c'est un peu aussi plus haute tonneau, hein, fréquence. c'est ça, hein. Voilà, c'est un boîtier tonneau. Toujours avec des fonds vissés. Euh, C'est vrai qu'on voit rarement le mouvement sur les montres jusqu'à présent qu'on a regardé. Le fond de le boîte est tout fond, le temps plein. oui, alors la nécessité est quand même de pouvoir garantir une certaine étanchéité. Mhm. Il est vrai que pour la majorité des montres, en tout cas des montres qui ne sont pas destinées à un usage technique, les fonds sont clipsés. On pourra le voir avec cette montre des années du tir cantonal, hein, c'est un fond qui est clipsé. Et puis aussi, effectivement, faire un fond qui est vissé, ça nécessite un outillage et un coût, en tout cas, de production qui est plus élevé. Ça garantit une certaine étanchéité, mais c'est pas tout. Ok, donc avec cette haute fréquence, GP, il me semble, gagne la reconnaissance de ses pairs et même peut-être de l'Observatoire de Ouais, plutôt, Neuchâtel, il non? gagne plutôt pas mal de prix. Ouais. On va pas se mentir, on ne pourra pas dire que c'était les premiers à faire du haute fréquence. Zénith le faisait aussi, Omega s'y est aussi intéressé. Beaucoup de marques suisses, que ce soit Universal Genève ou d'autres, se sont intéressées aux hautes fréquences. Néanmoins, la différence, c'est que, de ce que je me souviens, je suis de loin pas expert en GP, hein, c'était aussi un peu un Il challenge les a pour toutes moi. reçues ce matin. Oui, ouais, effectivement. Le challenge pour Pergo, c'est vraiment d'arriver à une fréquence assez élevée. Et par rapport à la compétition, de mémoire, GP avait la fréquence la plus élevée en montre mécanique à remontage automatique. Et ils ne se sont pas arrêtés là, parce que là, on est à la fin des années 60. Il y a tous ces concours de chronométrie, beaucoup de marques gagnent des prix prestigieux, c'est bien pour vendre des montres. Ouais, c'est un mais- argument de vente, hein. Ouais. La montre la plus précise de l'année. Et c'est aussi important pour les scientifiques qui doivent faire ce qu'ils doivent Oui, faire leurs mesures, faire leur... oui, parce qu'on oublie, mais ça servait aussi aux scientifiques, hein. Et donc, on va passer dans la deuxième boîte. Et dans la deuxième boîte, donc j'ai fait une vidéo sur Seiko il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'ai pu parler de la Seiko Astron et Oui. de l'avènement du quartz. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment la Suisse a essayé de s'organiser et comment GP a tiré son épingle du jeu et a même marqué l'histoire aussi de cette technologie? Alors, sur le sujet des montres quartz et du développement de la montre quartz en Suisse, je ne peux que vous encourager à consulter une page internet qui est tenue par mon ami Giovanni, qui a maintes connaissances et qui saurait tout vous expliquer. Il y a une chaîne YouTube Il a une aussi ou chaîne, pas? il a un Ah, feed mince. Instagram Ok. qui s'appelle Electric Watches ou Ok. Electric Wristwatches. Et c'est vraiment un des gars qui connaît vraiment le mieux son sujet. Il donne même des conférences à gauche, à droite. Ok. On fait un coucou à Giovanni. Donc je m'excuse Giovanni si je dis des âneries. Je vais essayer de rester très généraliste. Mais dans l'ensemble, les marques s'organisent. On parle de plus en plus dans le milieu des collectionneurs du projet Beta 21. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc 21 marques se sont mises ensemble. On fait On crée un fonds groupe de commun. travail, ouais. On mis leur budget en commun afin de pouvoir développer et mettre sur le marché, idéalement le plus vite possible, la première montre quartz. Bon, dans ces marques, on retiendra Omega, on retiendra Rolex, IWC, et Girard Perregaux n'en fait pas partie. Imaginez 21 marques, c'est quand même pas mal sur le marché suisse. 21 marques qui ont les ressources financières pour faire de la recherche et du développement. GP souhaite ne pas le faire et on comprendra après pourquoi. On le comprend déjà un peu avant. Ils souhaitent ne pas le faire avec eux. Ouais, voilà. Alors, déjà, ils sont à la chaux de fond. Et puis, c'est une marque qui a toujours eu un volume de production relativement bas par rapport à d'autres marques. GP s'organise et Et travaillent de leur côté. décide de faire le développement de leur mouvement, qui est le 350, de leur côté. On Tu as un petit fascicule. eh oui, qui était destiné aux détaillants, qui explique la grande nouveauté du mouvement électronique à quartz GP350. Qui n'est pas très fin.
Non, alors il faut vous imaginer, les quartz qu'on connaît C'est aujourd'hui, simple, mais ok. ça n'a rien à voir. Là, tout était encore fait à la main. Euh, les circuits électroniques sont soudés. C'est vraiment les débuts de l'ère de l'électronique Ouais, aussi, ouais. hein, pour la miniaturisation de ces mouvements. Et le mouvement, effectivement, est particulièrement épais. Ce qui n'est pas dérangeant pour l'époque, puisque le goût des années 70, le goût des années 70, c'est quand même pour des boîtiers de montres, pour des montres, on va dire, Ah, c'est utilitaires. imposant. On va retrouver J'essaie de deviner l'épaisseur de ça, mais on est bien sur du 13-14 facile là, hein. facile, ouais. On est sur des épaisseurs relativement importantes. Le fond vissé rajoute encore une certaine épaisseur. Euh, Souvent, on a aussi un cache-poussière. Mais néanmoins, c'est dans l'air du temps parce qu'on est sur de la tool watch des années 70. On peut penser à du Tissot Navigator, on peut penser à des Omega Constellation qui ont ces boîtiers que moi j'appelle taillés à la hache. C'est pas très fin, c'est pas très raffiné, Mais mais c'est solide. c'est solide, ça fait son boulot. Puis surtout, on le verra dans d'autres bouclettes où on en fait l'article, on peut jouer au golf avec. Voilà. Ce sont censés être des mouvements plus costauds, plus fiables. Oui. Bah, moins de pour- pièces, donc moins de castes, normalement. Oui, puis surtout, c'est un circuit électronique et ce ne sont pas des petits rouages en mouvement avec des axes de balancier tout fragiles. Et donc, GP, ils sont ultra importants dans le quartz parce que c'est eux qui vont trouver la bonne fréquence qui va être un peu la référence de tout le monde du quartz après. Oui, alors ils prennent un peu l'industrie de court en déterminant eux-mêmes quelle était la fréquence optimale de résonance de ce quartz. Ils ont remarqué que s'ils prenaient une puissance du chiffre 2, 2 puissance 15, la fréquence de résonance du cristal était idéale. Et donc le standard a été imposé par GP et Et depuis, c'est resté, quoi. Voilà, c'est resté. Donc chapeau à eux, ce qui est plutôt cool. En reprenant un rebours, eh bien, on a eu la haute fréquence, on a des quartz qui fonctionnent Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui. Là, elle tourne, hein. Ça reste quand même relativement fragile comme mouvement, il faut y prendre un soin particulier. Et puis, ils ne sont pas arrêtés là. La haute fréquence mécanique automatique est devenue aussi une haute fréquence à quartz. Et on peut directement passer sur le plateau suivant, qui sont des montres des années 80, enfin du milieu des années 70 en fait, jusqu'aux fin des années 80. Est-ce qu'on commence par ces deux-là, qui sont un modèle historique, ou est-ce qu'on commence par celle-là? Ah, j'ai presque envie de parler de l'autre. De celle-là? Ouais, bah Eh ben, tiens, vas-y, prends-la. vas-y. Alors, ça. Parce que moi j'ai assez causé, maintenant c'est toi qui vas nous expliquer ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est avec mes connaissances. Donc ça, c'est un prototype de montre où, en fait, l'heure ne se lit pas sur le dessus de la montre, mais se lit sur une des tranches. C'est ce qu'on appelle une montre casquette. Elles s'appellent toutes casquettes, les montres qui sont comme ça, ou c'est propre à C'est GP? propre à GP et puis c'est surtout un nom que les collectionneurs ont donné comme pour la marque dont la lettre C'est vrai que commence ça- par la lettre R. C'est une petite forme de, comment dire, de casquette, de béret. C'est du cristaux liquide. Oui, c'est un donc affichage ça- LCD. LCD, ça sera du quartz. Et ça, c'est sorti. Touc, 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 touc. Je crois pas qu'il y ait la date Non. dessus, mais c'est peut-être sorti au milieu des années 70. 75, 76, Ouais, quelque chose comme ça. 70. Donc ça m'a fait penser à Hamilton avait sorti aussi une montre à quartz, mais un peu plus tard. Mais celle-ci, je la trouve beaucoup plus classe. Et ça me fait penser aussi cette complication. Tu sais, parfois tu as des boîtiers tout en acier et tu ne vois que les roues. Ouais, l'heure sautante. L'heure sautante, J'ai merci. une montre de poche comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Elle m'inspire un peu ça. Alors, elle est même pour un proto, c'est lourd. C'est de Alors, l'acier bien bien rempli. Ouais. Et ça, je suppose que ça a fait son petit effet quand c'est sorti dans les années 70, parce que c'est le début. Enfin, non, c'est pas le début de l'électronique, mais des affichages à cristaux liquides. Alors, LCD, c'est assez rare. c'est plutôt pas courant. Mais encore une fois, c'est dans l'air du temps. On pense à ces premiers films de science-fiction, on peut penser à
à l'univers de Giger en Suisse. Il y a un côté très brutaliste dans Giger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est un artiste monsieur qui a suisse fait Alien. oui, ouais, il n'a pas fait Alien, mais Il a fait la créature. voilà, l'imaginaire, on va dire l'univers, Ouais, la DA, quoi. l'ADN Mm. de ce film Et est lié aux créations de Monsieur Giger le musée se visite à à Gruyère. Gruyère, au château, Mm. interdit aux moins de 18 ans. Oui, je confirme. Le mobilier est magnifique. Vous pouvez aller déjà prendre la température dans le café qui est à côté et vous faire une très bonne fondue. Et j'insiste sur un truc, pas de moitié-moitié, s'il vous plaît, à Gruyère. Ah. On mange une Ah ouais, fondue 100% au vacherin. vacherin. Et voilà, c'est dilué dans l'eau, ça ne bout pas. Et on Ok. n'oublie pas le coup du milieu. Voilà. T'es plus expert que moi là-dessus. Une bonne fondue, ça ne se refuse jamais. Donc c'est vrai que cette casquette, elle est atypique pour bien des raisons. De par son affichage, de par son boîtier, de par son ancrage historique, ça sort un peu de nulle part. Puis en même temps, ce sont des idées qui flottent. C'est très science-fiction années 70, quoi, comme ça se faisait à l'époque. C'était un bracelet, parce que ça ressemble un peu à un bracelet croco. Alors, cette pièce-là, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est un prototype de casquette. La montre n'est pas fonctionnelle, les boutons ne tournent même pas. Hein, et puis sur l'écran, c'est un bout de scotch tel que c'était présenté en interne. Ouais. C'est vrai qu'on parle de prototype, mais les gens s'excitent des fois un peu là-dessus. Il y a différentes phases, différentes Faut déjà raisons que de présenter tu ceci ou modélises cela. juste Voilà. la boîte, les dimensions, etc. Tu n'as pas Voilà. besoin d'avoir un mécanisme dedans pour te rendre compte Exactement. comment ça va rendre à ton poignet, etc. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour présenter en interne à quoi ça pouvait ressembler. La montre ne fonctionne pas. Si vous recherchez ce type de montre, C'est compliqué. c'est pas compliqué, c'est coûteux. Je pense qu'il faut, bon, je veux pas donner des prix, les lancer comme ça à la figure de nos auditeurs, mais je pense qu'il faut compter plusieurs milliers de francs suisses ou d'euros pour un modèle en bel état. Ok. Je pense que ça vaut la peine, que c'est une montre iconique et à avoir dans sa collection pour ceux qui aiment cette période et pour ceux qui aiment GP en particulier. Et donc maintenant, j'arrive sur ces deux-là. Oui, alors on a parlé d'un truc un peu extraterrestre, on revient Ouais. sur des choses plus traditionnelles et qui ont un ADN extrêmement fort. Oui. Qui s'appelle donc la Laureato, Effectivement, Laureato, pour son petit nom. qui est donc ce qu'on appelle une montre sport chic. Est-ce qu'on peut dire que c'est bracelet intégré ou Oui, parce effectivement, qu'il n'y a pas d'entre... le bracelet transitionne Ouais. du boîtier et permet un galbe, une aisance au porté. Je trouve ça très, très finement réalisé. Oui. Bon, j'ai chopé celle qui a la lunette en or. Oui, lunettes or massive. Donc, S'il vous plaît. il y a beaucoup de choses à dire sur cette montre. La première chose, c'est que donc elle sort aussi dans les années 70, C'est correct, oui. avec ses gros maillons. Enfin, j'adore beaucoup le design, encore plus sur la tienne. Mhm. Là. Ça se voit, c'est ce bracelet, parce qu'après, il y a eu plusieurs évolutions de cette Laureato. Et le bracelet aussi a pas mal été modifié. Donc, on a une boîte un peu octogonale. C'est pas une lunette octogonale. La pardon. lunette est octogonale, oui. Comment dire, on la compare énormément. On la compare, non. Elle fait partie de la grande famille des montres sport chic avec la Royal Oak, la Nautilus, limite même la PRX, hein, que je pourrais mettre dans la même catégorie, même si on ne parle pas du tout des mêmes prix, des mêmes types de mouvements. Et... Alors, pour être plus précis, le modèle PRX n'existait pas dans les années 70 Oui, chez il sort dans Tissot, les c'est années le 80. PR 516 ou d'autres déclinaisons, mais PR qui signifie particulièrement robuste. Et c'est bien là l'idée de ces montres Laureato, d'avoir quelque chose qu'on peut porter tous les jours pour faire du sport, Surtout quand on fait des sports comme du polo ou du golf, ou de l'hippisme. de l'hippisme et de la Chose voile. tout à fait standard pour la chaussure. Surtout la voile. Les terrains de polo, il y en a partout. Et donc en venant ici, en voyant ces modèles, tu m'as appris un truc que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait avoir des quartz certifiés chronomètres. Effectivement, GP ont toujours été, pour leur marketing, ont toujours poussé à obtenir des récompenses avec les bulletins d'observatoire.
l'Observatoire de Neuchâtel. Donc ces pièces étaient envoyées pour du concours de chronométrie. Et les mouvements aussi, avant la vente de la montre chez le détaillant, les mouvements passaient toute une batterie de tests à l'observatoire ou au laboratoire qui faisait passer les tests en l'occurrence, afin de garantir aux clients une qualité exceptionnelle et une précision Dans exceptionnelle, différents peu importe les environnements. températures, peu importe les chocs, etc. C'est toujours lui qui fait maintenant ce qu'on appelle le COSC. Alors, je Ou pas. crois que la certification COSC, elle existe toujours, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a un degré supplémentaire qui s'appelle METAS. D'accord. Et l'Institut est à Berne, il est à la sortie de Berne, côté Belp. Ok. C'est une espèce de jolie petite tour avec un sommet en forme de champignon. Ok. Donc effectivement, gros coup marketing chez GP, avec un ADN très très fort, cette lunette qui est octogonale, dont la base reste cylindrique. Comme tu as dit justement, on l'a comparé bien évidemment avec d'autres marques qui ont fait légion et qui ont excité et qui continuent d'exciter les collectionneurs du monde entier pour différentes raisons. Parce tout que à fait c'est valables. sorti à peu près dans les mêmes époques. Et oui, on est dans des codes esthétiques qui sont déjà en vogue dès le début des années 70. Alors, qui était le premier On ne va pas recommencer le débat, c'est pas très important. La foule à poule. Là, ce qui compte, c'est que, de nouveau, chez GP, ils font tout en interne. Donc, on n'a pas un grand maître du design qui pourrait s'appeler Monsieur Genta. Monsieur G. Ils font tout ça en interne. On a des cadrans qui sont très travaillés, qu'on continue de voir sur les productions actuelles. On parle souvent du clou de Paris. On Oui. a un exemple là sur la petite pendulette. Ici. Voilà, donc Ça saoule. Ouais, c'est lourd. ouais, il y a des petites ventouses en dessous. Ok. Donc ça, c'est un clou de Paris. Si vous zoomez sur ce cadran-là, c'est ça que vous verrez. En gros, c'est des petites pyramides mises les unes à côté des autres. Ouais, donc qui demande un travail d'usinage de précision et de patience. Et l'intérêt, c'est que ça capte la lumière de façon différente, si c'est le matin, si c'est le soir, si vous avez un voile nuageux ou une lumière très directe. Et ça amène une nuance et une complexité sur l'appréciation du cadran. Et c'est ça qui les rend si intéressants. Tous les cadrans guillochés, de toute façon, c'est ça aussi leur intérêt, quoi. C'est dès que tu mets un peu de lumière, ça change et ça fait vivre ta montre de manière différente. Effectivement, oui. Et puis c'est aussi une façon de démontrer un certain savoir-faire, une certaine maîtrise ou un respect des codes esthétiques. On a peut-être parlé du Poinçon de Genève sur ta chaîne par le passé. Même pas. Même pas. Non. Ben, pour une future vidéo. Eh bien, le travail de guillochage n'en fait pas partie, sauf erreur. Mais en tout cas, c'est dans la grande tradition horlogère. Bon, on peut expliquer ce que c'est le poinçon et non pas le poisson de Genève, qui est que pour qu'une montre ait, je ne sais pas si c'est une certification, enfin, soit reconnue comme poinçon de Genève, il faut que toutes ces pièces viennent de Genève et soient assemblées à Genève, c'est bien ça? Alors oui, tout doit être fait bien à Enfin, Genève. dans le canton de Genève. Et puis, il y a surtout un travail sur les états de surface. Ok. On connaît les côtes de Genève. Ouais. Donc, ça peut être du bouchonnage, ça peut être des chanfreins qui sont polis, bloqués miroirs, ça peut être tout un tas de techniques de décoration horlogère qui garantissent un certain niveau, une certaine qualité. C'est comme les étoiles au guide Michelin ou les toques pour le Go Emilio. Ouais, c'est Ou pour le meilleur ouvrier de France qui a son petit petit col tricolore. tricolore. Voilà. Donc, ouais, on peut citer qui? Il y a Vacheron, Frédéric Constant qui doit en faire encore un peu. Est-ce que Frédéric Constant ont droit au Poinçon de Genève? Franchement, j'espère pas. Ah, il me semble qu'ils en ont quelques-unes. Ok, intéressant. Ouais. Ils auraient un Parce qu'à Poinçon de dans les Genève. watts, tu as un peu toutes ces manufactures dans le même, Bon, le même endroit. On peut avoir. Est-ce que Chopard est à Genève? Piaget dans tous les cas. Piaget, oui. Ouais. Non, mais j'en avais une troisième qui m'est totalement sortie de. Bah, Rolex. Oui, oui. Bon, Rolex reste quand même, ça reste quand même des mouvements très industriels. C'est un Oui, excellent motoriste, mais on n'a pas le petit horloger qui va polir les ponts. Pour sortir 1 faire million, 200 000 montres par an, non. faire des angles bercés. C'est beau de rêver, mais après, bon, il faut aller chez
chez d'autres maisons. Exactement. Et donc, on arrive. Alors, j'adore Donc, la Laureato. On l'a a pas parlé dit, de la mais- Laureato. Ce qu'on aurait souhaité vous montrer aujourd'hui, c'était deux modèles modernes de Laureato. Mhm. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous rajouter des photos par la suite. Oui, j'en Comme mettrai quoi, au montage. depuis le milieu des années 70, l'ADN étant tellement fort et tellement marqué, et tellement l'exécution est tellement réussie, que la marque continue à travers les décennies à proposer ce modèle avec évidemment des évolutions, des modifications, mais tout en respectant son histoire et son ADN. C'est ça l'intérêt de cette marque, je pense, c'est de ne pas être force de proposition qui vont dans tous les sens. Alors bien sûr, ils vont vous faire des tourbillons, des grandes sonneries, etc. Mais d'un point de vue formel, ça reste quelque chose de sobre et de cohérent par rapport à l'histoire de la marque. C'est une excellente passe décisive que tu parles de sobriété, parce qu'on va pouvoir arriver sur ces derniers modèles qui sont donc plutôt fin 80, 90, c'est ça, hein? Voilà, c'est correct. Alors, je vais Donc prendre on a celle-ci. ce sont des montres quartz qui étaient loin d'être gratuites déjà à l'époque. On connaît tous la marque Piaget avec le calibre 9P sorti en 57. Le mouvement faisait 2 mm d'épaisseur. Imaginez-vous, c'est quand même une belle dinguerie. C'est vrai Ils que l'ont celle-ci est assez utilisé plate, hein. pendant au moins 30 ans. Ils l'ont fait aussi quelques années plus tard en modèle automatique. Et puis là, on est dans des modèles, c'est pas de l'ultra plat non plus, Non, mais ce ça sont des reste, montres de très cocktail plate. ou des montres Plus habillé. habillées de soirée, très chic. Ici, avec un bracelet milanais qui est directement soudé au boîtier. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. On a un cadran voilà, qui est brossé verticalement, bleuté. C'est vrai que la couleur bleue a toujours été assez présente depuis le milieu des années 70 chez Girard Perregaux et continue de l'être aujourd'hui. Et là, vous avez 4 exécutions différentes. Donc on a des formes de boîtes différentes, Mhm. on a de la ronde de différents diamètres, on a du carré, Ouais, c'est plutôt carré, rectangulaire. Ouais. rectangulaire, et celle-ci, Et puis ça, c'est l'exécution. On va y arriver, c'est l'exception qui confirme la règle. on reste en quartz. On reste en quartz. Et puis là, du coup, GP, A, on a va pas se peut-être mentir, été inspiré par une marque. une divine inspiration. Quelque chose qui tombe du ciel. Et ils se sont dit, si c'est je vrai faisais que. une petite montre bracelet carré avec des chiffres, des index romains, Voilà. et qui ressemblerait beaucoup à une Santos. Ça ressemble pas mal à une Santos. Je pense Mm. qu'ils ont dû se dire aussi, ça ressemble pas mal à une Santos. Mais bon, ça les a pas empêchés de la produire. Ouais, non, mais Et je pense que pour 10 000 Santos produites, il y en avait une chez GP. C'est vous dire la rareté de la pièce. Alors, bien évidemment, j'aimerais bien vendre cette montre. Mm. Elle est en fait déjà réservée. Ah. Mais je vous souhaite bonne chance pour trouver la suivante dans un tel état, avec un cadran émaillé elle est blanc. incroyable, hein. C'est vrai que les années 80, pour ces peintures, surtout chez Cartier, ont tendance à s'écailler. Et puis trouver un cadran d'origine en bel état, c'est pas toujours simple. Alors que pratiquement toutes celles que j'ai vues, et peut-être celle-ci où c'est un tout Oui, petit peu alors- taqué au nord, mais sinon elles sont toutes impeccables. Leur cadran, Oui, les montres ont toutes un peu une vie différente. Ce sont toutes des montres d'occasion qui ont plus de 50 ans. Donc c'est normal de retrouver les affres du temps Mhm. sur ces cadrans. Et je suis personnellement pas du tout un ayatollah du New Old Stock. Je ne dis pas que ça m'intéresse pas, mais j'aime bien les montres qui ont eu une petite Ouais, vie, qui ont vécu, ouais. qui ont une histoire à raconter, et ça se porte aussi plus facilement. On se sent moins coupable à la première griffe qui est faite. Et puis au pire, ça se répare. Enfin, je veux dire, Alors en cadran, ça se répare pas vraiment. On peut le refaire. je Ce pense que c'est sera- plutôt un verre que. Alors un verre, oui. naturel, Effectivement, mais je précise pour nos auditeurs et auditrices, aucune de ces montres n'est étanche. Pour les montres anciennes et de collection, on peut tolérer une petite pluie. C'est toujours mieux de remettre sa manche dessus ou alors de couvrir la montre si vous êtes sous une pluie battante. Ok, Et si vous avez déjà un peu d'humidité, un peu de buée qui se forme, forme sous le verre, il y a deux réflexes à avoir. Le premier, le joint, non? alors, Le fond de boîte à revisser si vous n'êtes pas équipé pour ouvrir une montre, le premier réflexe, c'est de prendre 1 Des- kg de riz
et vous mettez votre montre à Ah l'intérieur. ouais, ça marche Voilà. vraiment encore. Donc c'est comme des perles de silicate. Ok. Ça va absorber l'humidité. Vous allez laisser la montre un jour ou deux là-dedans. Et ensuite, vous allez courir chez votre horloger. Oui, ce que j'allais dire, parce que de toute façon, si de la buée s'est formée dans la montre, il faut bien aller la faire réparer. C'est qu'il y a une fuite quelque part. Ben, c'est qu'elle n'est pas étanche. Donc l'horloger déjà va l'ouvrir sans défoncer le fond, parce qu'on n'est pas toujours équipé avec les bonnes clés, particulièrement Sur sur les des vieux montres modèles, dont ouais. les lunettes sont hexagonales ou heptagonales ou dodécagonales. On voit ça chez Zenith aussi, où il y a 13, c'est une clé à 13 pans. Qui est introuvable. Il y a des mouvements qui se déboîtent seulement par le haut parce que ce sont par des le haut tiges, oui, parce que ce sont des tiges brisées, parce que le boîtier est plein, il n'y a pas de fond qui se dévisse. Ça Ok. garantissait une meilleure étanchéité. Mais bon, Ouais, oui, oui. tout Ça ça se pour comprend. dire, faites attention si vous avez des montres anciennes et de collection. Euh, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec. On peut faire bien des choses, mais toujours dans le respect de l'objet. Et n'oubliez pas, on la possède jusqu'à qu'on ne la possède plus. Et ces objets ont déjà vécu plusieurs vies. Et ça n'est pas à vous de décider que la vie de cet objet doit s'arrêter nécessairement avec la vôtre. On est là pour transmettre et conserver un patrimoine. Très bien. Maintenant qu'on a fait tout ce tour d'horizon, on a beaucoup voyagé dans le temps. La question ultime que j'ai pour toi, c'est je veux commencer, ou je veux, non pas commencer une collection, mais je veux ajouter une GP dans ma collection. C'est laquelle vers laquelle je devrais aller? Je sais que tu vas me faire une réponse multiple. Ouais, alors j'aime fondamentalement parler pendant très longtemps et monopoliser les discussions, ça y a aucun doute. Donc merci pour ta question. Ça me permet de broder pour trouver une réponse. Alors moi, je peux te le dire. Ouais. Tu Moi, prendrais quoi alors? moi, je prendrais une Laureato. Une lauréato. Ouais. Ok. Parce que au-delà de son look, elle raconte une histoire. Et à mon avis, tu dois pouvoir en trouver à des prix peut-être encore un peu abordables. Euh, Je pense il faut déjà toujours acheter avec les moyens qu'on a. oui, Et si on les a pas, économiser plutôt que d'acheter sur un coup de cœur. Ouais. Les coups de cœur, c'est bien pendant une semaine, 2 semaines, mais si on veut sincèrement se constituer une collection qui est intéressante, c'est ce que je dis à mes clients, prenez le temps, faites une décision rationnelle, il n'y a pas de stress, il y a des centaines de milliers de montres qui sont en vente tous les jours sur tous les marchés, ça n'a pas besoin d'être celle-ci, ici, aujourd'hui. Donc votre boulot, cher auditeur, chère auditrice, c'est d'aller en magasin, chez des spécialistes, ah ouais, ça, tout le temps. essayer des montres, c'est comme des chaussures. Vous pouvez les acheter sur Zalando, mais c'est clair qu'une fois sur deux, vous allez devoir les retourner. Donc une montre, ça s'essaye, ça se compare, on discute avec un expert, on le challenge. Et avant d'acheter la montre, et ça c'est la règle numéro 2 au magasin, c'est que mon client est censé en savoir autant que moi, si ce n'est plus. Si mon client n'a pas la capacité de me prouver qu'il a fait son boulot et qu'il sait ce qu'il achète, c'est là où pour moi ça pose problème. Parce que ça devient un achat compulsif ou peut-être un petit caprice. J'aime bien vendre, c'est pas ça la question. Mais j'aime bien être au service de mes clients et qu'ils sachent exactement pourquoi ils l'achètent. Non, mais c'est une très bonne démarche. Il faut donner du sens à ce geste. Et c'est vrai que tout ce qui est plus que 20 balles en montre, c'est cher, on va pas se mentir. Tout ça, ça n'a aucun sens, mais c'est très cool. Mais tu sais que maintenant, même une Casio F91, ça vaut 20 balles, quoi. Bah, oui, oui, mais on n'achète pas une montre juste pour ça. Ouais, ouais. Et puis, ben, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, le modèle Laureato est quelque chose d'iconique pour la marque. Dans le code ADN, il y a des choses qui sont très fortes, qu'on retrouve un peu ailleurs, mais l'exécution chez GP est vraiment, je la trouve plus élégante, plus sport chic, mais fine et agréable pour tous les jours. Ça reste des diamètres portables pour les montres Oui. jusque dans les années 2000 probablement. Et puis après, évidemment, c'est une question de moyens. Si vous avez les moyens de vous acheter une Laureato moderne Ou une casquette. ou une casquette, mais il faut foncer. Moi, je pense que ces montres anciennes, elles sont charmantes. Elles ont toutes, pour chaque décennie, quelque chose à offrir. Pour les personnes qui aiment la technicité et la précision, une montre haute fréquence en mécanique, ça a beaucoup de sens. Mhm. C'est en plus un magnifique objet. Pour ceux qui aiment bien
des vibes néo-rétro, qui aiment bien rouler en golf, etc., eh ben, ça peut être une de ces premières quartz, Ouais. parce qu'ils sont quand même des grosses patates, ça reste assez masculin, avec des cadrans texturés, travaillés. J'avais pas fait gaffe à celle-ci. Ouais, toute, alors là, c'est tout en or. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit en or massif. Celle-ci est plaquée or. J'ai aucun doute qu'elle eût existé en or massif, probablement vendue plutôt en Amérique du Sud, pour les grands bandits. Et puis, si vous aimez les choses discrètes ou élégantes, Ces ça peut être un de ces modèles-là modèles sont parfaits, plats, les dress watch, ultra là. plats. Ouais. C'est souvent des beaux cadrans. Et puis, c'est aussi un moyen de se distinguer. On pourrait tout acheter et ne rien acheter, mais acheter GP, c'est montrer un certain goût pour une marque exclusive qui, à mes yeux, est encore un peu sous-cotée aujourd'hui. Ah, clairement, hein, tu peux enlever le un peu. Je pense qu'elle est sous-cotée. Ouais, on a vu là sur cette discussion qu'il y a eu quand même des choses importantes qui ont été amenées par Gérard Pergaud pour l'industrie horlogère suisse et mondiale. Ils ont vraiment amené leur pierre à l'édifice et il serait dommage de ne pas reconnaître cela en cette marque. Super, super conclusion, Guillaume. On va en arriver au bout de la vidéo. Alors déjà, dites-nous en commentaire si vous avez une GP ou si vous en avez une qui vous fait rêver soit parmi les modèles qu'on vous a exposés, soit un autre modèle qu'on n'aurait pas évoqué. Je pense qu'on a été quand même ultra exhaustif et merci encore pour toutes tes recherches. Oui, j'ai montres. fait du mieux. Il y a bien des chapitres qui manquent chez GP. Il y a toute la période de montres bijoux avec des cadrans en pierre fine, dont les bracelets sont très travaillés. Ça, du coup, c'était plutôt années 50, non, la montre bijou ou même avant? Même avant, mais Ok. je pense que ça a vraiment son âge d'or dans les années 70, années Ok. 80. On a un très joli prospectus ici qui fait état du marché aux États-Unis. Avec les cadrans Ça damier. s'appelle là. la collection damier, voilà. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, pour les amateurs de montres anciennes et de collection, il y a une petite vague Ok. pour la montre bijou, souvent avec la marque Piaget, qui ont fait des choses excellentes. D'ailleurs, je c'est crois aussi- est-ce que c'est au GPHG ou à la montre de l'année, il y a Cartier qui a gagné aussi Ouais, un prix avec la montre Panthère. Je sais pas si tout tu à l'as fait. vu. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est assez incroyable. Hein. Ouais. Je sais pas trop quoi penser de ce GPHG. C'est un peu comme les Oscars. Chacun gagne un trophée, en fait. C'est vrai que c'est Un un peu trophée de l'école des fans. participation. Ouais, Ça manque de compétition. Je ne suis pas le seul à penser ça. Ça a le mérite d'exister. Mm. Euh, J'ai fait une vidéo qui est sortie il y a 2-3 semaines sur. Alors, c'était pas sur le GPHG, c'était sur la montre de l'année, qui est un concours organisé par Franck Sensé, qui est un Ouais, journaliste ouais, tout à et fait. youtubeur Ouais. horloger. Salut Franck. Et je disais, salut Franck, si tu me regardes. Et en fait, ce que je disais en parcourant en fait, toutes ces nominations, c'est que tu retrouves toujours les mêmes. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que pour la 3e année de suite, une Tudor Black Bay a gagné, une PRX a gagné. Ouais. Mais en fait, quand tu enlèves 50% des montres récurrentes, tu arrives quand même à avoir une tendance un petit peu de ce qu'essayent de proposer les marques. Et rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Après, ouais, le concours où tu as toujours une AP, une Tudor, une Rolex, une Tissot qui gagne, quelle est la valeur du concours, quoi? Alors, on peut remettre en question effectivement quel est l'objectif, quelle est la valeur de ce qui nous est présenté. Mhm. Est-ce que les marques gagnent vraiment au passage avec cette reconnaissance-là? Et est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond en fait, comme des aiguilles? Bon, le seul truc cool dans cette montre de l'année, c'est que la première Casio automatique a gagné dans la catégorie moins de 500 euros. Ouais, ouais. Il en faut de plus en plus de ces montres pas chères parce que ce sont d'excellents produits d'appel pour les personnes qui ont un petit budget mais qui Ouais. aimeraient quand même se faire plaisir. Je pense que la marque Casio a été force de proposition depuis je ne sais pas combien d'années. Alors, les bagues Casio, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, ça remonte. Hein. Ah, j'étais pas né. Moi non plus. Parce que un des premiers trucs qu'a sorti Casio, c'était une bague pour fumer sa clope. Très bien. Ben, Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux reparler de ta boutique? Tu peux. Est-ce que fais-toi plaisir, fais ta promo. oui, alors ce que je peux vous dire sur mon magasin, c'est que
Il est ouvert la moitié de la semaine, parce que l'autre moitié de la semaine, j'ai d'autres choses, faire. à réaliser, notamment des réparations. Je peux vous dire que je ne suis pas horloger. J'ai beaucoup d'amour et j'en ai beaucoup flingué de ces montres depuis les 15 ans que je m'intéresse à ce domaine. Donc, quand j'offre les montres à la vente, elles sont contrôlées et révisées par des horlogers agréés de niveau 3 généralement, pour la majorité des marques. Il y a bien des choses que je fais moi-même, mais quand il s'agit d'offrir une garantie d'une année, 2 ans ou 3 ans sur une montre ancienne et de collection ou une pendule, je pars du principe qu'il est important que le travail soit bien fait par des gens dont c'est le métier. Hmm. Donc ça, c'est la première chose. Je suis toujours ravi quand mes clients amènent des montres un peu cool et différentes. Donc ne venez pas avec vos Rolex parce que franchement, voilà. Amenez-moi autre chose. Si vous, c'est pas un concours, j'ai pas besoin d'être impressionné, mais si vous avez des trucs exotiques, des choses dont vous êtes fiers, où il y a une histoire, il y a un patrimoine, c'est la montre de votre grand-mère, etc. Et ben moi, c'est ça que j'aime, c'est les histoires et c'est le contact avec mes clients. Et La prochaine fois, je t'amène, je viens d'acheter une Young Hans Ouais. de 58. Je te Ok. l'amènerai. Ouais, pour que tu la vois. alors ça doit être elle- une sacrée belle pièce qui n'est pas faite en Suisse. Non. Et je peux aussi dire que dans ma maigre collection, des montres qui me sont restées après le cambriolage de cet été, parce que c'est aussi une chose que je veux vous Ah dire. oui, on n'en a pas parlé. Mon magasin a été cambriolé de nuit Mhm. et j'ai fait bien des erreurs dans mon parcours d'indépendant. Et l'erreur que je vous conseille à ne pas commettre, ne soyez pas comme moi sur ce coup-là, c'était bien bête, je n'étais pas assuré. Donc, Prenez une assurance. assurez vos biens. Mhm. Si vous n'avez aucune idée de la valeur de vos biens, rendez-vous dans des magasins spécialisés, soumettez le document à votre assureur et soyez bien sûr qu'en cas de vol par effraction ou à l'arraché, que votre assurance couvre le montant qui vous convient. Donc pas le montant d'achat, par exemple. Voilà, donc discutez le avec mot. votre assureur. C'est pas pour vous faire peur, mais la valeur émotionnelle, c'est une chose, elle ne peut jamais être Non. remplacée. Remboursé. Et moi, j'ai été vraiment, et je suis très très triste par ce cambriolage parce que j'ai des pièces qui avaient une grande valeur sentimentale pour moi, parce qu'il m'a fallu 10 ans pour les trouver. Ça ne veut pas dire que ça vaut fondamentalement beaucoup d'argent, mais parce que je sais que je les retrouverai plus jamais. Et aucune somme proposée par une assurance ne pourra remplacer ou améliorer cette situation. Voilà. Donc assurez-vous, les mecs, les meufs, prenez ça sérieusement. Si vous avez des montres de qualité, vous n'avez pas besoin de les montrer sur tous les réseaux sociaux. Non. Si vous partez en vacances, vous n'avez pas besoin de dire que vous Et puis- y êtes. Et si vous le faites, faites-le quand vous rentrez de vos vacances. Puis n'hésitez pas à les mettre dans un coffre aussi, quand vous ne les utilisez pas pour un petit scellé moment. au sol, Mhm. parce qu'un coffre de 200-300 kg, ça se monte, ça se descend les escaliers avec une personne. Eh ben merci Guillaume. Sur les C'était pour la réseaux, prévention. Sur les réseaux sociaux, vous me trouverez sous le nom watch.end.right. Ouais. C'est en anglais parce que je vendais jusqu'à l'époque des tarifs de M. Trump pour la moitié aux États-Unis. mais ça a baissé. Ça a baissé. On va baisser ouais. là. On va arriver à 15, il me semble. L'intérêt de cette interview, c'est qu'il est en français et nous ne mettrons pas de sous-titres en anglais parce que c'est comme ça. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben oui, les horaires, c'est jeudi, vendredi, samedi, de 11h à 17h au magasin, ou sur rendez-vous 72 heures à l'avance. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez corriger des choses, parce qu'évidemment, sur On a toute peut-être cette dit des interview, saucisses. on en aura bien sorti des infos qui étaient incorrectes. Donc, ne vous gênez pas. On est droit dans nos bottes. Ouais. On- Et ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, et puis surtout, on ne détient pas la science infuse. On Non. apprend tous les jours. Donc, restez curieux. Merci beaucoup et ciao tout le monde. Tchuss.